toutes et tous. On est très heureux de se réunir aujourd'hui pour une séance spéciale mémoire d'étudiants qu'on va présenter tout de suite et dont j'essaierai de faire la discussion. Donc aujourd'hui, on a trois mémoires, enfin trois anciens étudiants de Sciences Po qui vont nous présenter le travail qu'ils ont pu réaliser au cours de leur mémoire. Tout d'abord, Paul Yacoub, qui est donc diplômé du master de politique environnementale de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris et qui, dans le cadre de son travail de recherche, s'est intéressé aux transformations du secteur agricole face aux crises environnementales. Et elle s'est surtout intéressée dans son mémoire au verrouillage socio-technique autour de l'utilisation intensive des pesticides. Alors, Paul va nous parler aujourd'hui de son mémoire qui s'intitule « Des prescripteurs à la croisée des chemins, le marché du conseil agricole face à la séparation des activités de conseil et de vente de pesticides » depuis la Tanzanie, où elle travaille actuellement dans le cadre du projet PREHEAT, un projet franco-tanzanien sur les enjeux socio-économiques, environnementaux et sanitaires liés aux pesticides. Nous écouterons ensuite Nathan Gabory, qui est lui diplômé du master de politique comparée de Sciences Po et qui est actuellement ingénieur d'études en traitement et analyse de données quantitatives au sein du projet ANR Gilets jaunes, qui est coordonné par Magali de la Souda et qui est également membre du collectif de chercheurs Quantité critique. Sa présentation d'aujourd'hui repose sur son mémoire qui est intitulé « Ce qui se prépare, faire face à la rupture de la normalité dans le monde de la survie en France ». Et sa présentation d'aujourd'hui a pour titre « Les effondrements du quotidien, penser les pratiques survivalistes en France ». Et nous terminerons avec la présentation de Arthur Pin, qui est diplômé de la bi-licence Histoire et Arabe à la Sorbonne, puis du Master d'Histoire à Sciences Po Paris, et qui poursuit actuellement ses études au sein de la prépa au concours de la fonction publique de Sciences Po pour présenter le concours cadre d'Orient de secrétaire des Affaires étrangères. Et sa présentation s'intitule Lion Fighting with Station, une histoire environnementale de la construction de l'Uganda Railway 1890-1901. Voilà pour ces trois petites présentations. Donc, je donne la parole à Paul pour à peu près 15 minutes, 20 minutes maximum de présentation. Si vous voulez partager votre écran, pas de problème, allez-y. Merci beaucoup. Alors, je vais couper ma vidéo pour éviter tout problème. Alors, tac. Hop. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, ok, super. Oui, vous pouvez peut-être le mettre en plein écran. Oui, je vais mettre en... Ouais. Alors, hop. Juste que ça... Voilà. Hop, très bien. Alors, bonjour à toutes et à toutes. Merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter mon travail de master. Donc voilà, je vais vous présenter les résultats de mon mémoire sur le marché du conseil agricole face à la séparation des activités de conseil et de vente de pesticides. Je rappellerai brièvement le dispositif sur lequel j'ai travaillé pendant ces 6 mois et pourquoi j'ai choisi de travailler sur le conseil agricole. Ensuite, je présenterai mon enquête, les principaux résultats, ainsi que mes conclusions. Et je terminerai cette présentation sur un peu une ouverture sur le rôle des prescripteurs dans les politiques publiques. Donc voilà, moi j'ai choisi de travailler sur le plan Ecophyto, qui est un plan décennal lancé en 2008 suite au Grenelle de l'environnement, avec pour objectif la réduction de moitié de l'utilisation des pesticides en France. Donc 10 ans après, le plan est toujours en vigueur, mais les résultats sont plutôt mitigés, puisque les ventes de pesticides ont augmenté en fait pendant le déploiement du plan Ecophyto. Donc suite à cet échec, le gouvernement, suite à l'élection d'Emmanuel Macron, est arrivé avec une nouvelle version du plan.
Et cette nouvelle version comprend 2 mesures auxquelles je me suis intéressée. La première, c'est donc la séparation des activités de conseil et de vente de pesticides. Cette séparation, elle concerne de nombreux acteurs en fait, dans le champ du conseil aujourd'hui, notamment parce que c'est une séparation tout d'abord physique. Elle concerne les coopératives et les négoces agricoles qui jusqu'ici effectuaient les activités de vente de pesticides tout en effectuant des activités de conseil. Donc, à partir de janvier 2021, ces organismes doivent faire le choix entre ces 2 activités. Donc, c'est voilà, une séparation physique d'abord, c'est une séparation capitalistique ensuite, puisque les entreprises qui effectuent des activités de conseil ne pourront plus détenir plus de 10% des parts d'entreprises qui effectuent des activités de vente de pesticides et vice-versa. Et un dernier aspect de cette séparation, c'est une séparation administrative, dans le sens où des personnes qui siègent dans des conseils d'administration d'entreprises qui vendent des pesticides ne pourront plus siéger dans des conseils d'administration d'entreprises qui proposent des services de conseil. Donc voilà, il y a cette première mesure auquel je me suis intéressée, et il y a une seconde qui est un peu le corollaire, c'est la mise en place d'un nouveau type de conseil, qui est un conseil de transition pour accompagner les agriculteurs dans leur changement de pratique, qui s'appelle le conseil stratégique phytosanitaire, où en fait les conseillers sont amenés à intervenir 2 fois en 5 ans auprès des agriculteurs pour établir une stratégie, identifier les leviers pour opérer des changements en termes de pratiques phytosanitaires sur les exploitations. Voilà, donc je me suis intéressée à ces 2 dispositifs. Et en premier lieu, parce que le conseil agricole, c'est un sujet qui revient souvent à l'échelle nationale et européenne aussi, sur comment en fait on accompagne les agriculteurs dans une démarche de changement face aux problèmes environnementaux auxquels on fait face. Et donc j'ai pensé que c'était important de s'intéresser à ce sujet, d'autant plus que au moment où j'ai commencé mon enquête, la rédaction des textes finaux était encore en cours. Et donc, j'ai pu observer les derniers instants de débat avant la publication des textes et l'entrée en vigueur de ces 2 mesures. Donc, c'était vraiment un moment clé pour étudier le déploiement d'une politique publique. Et puis, j'ai trouvé que c'était intéressant d'étudier un groupe d'acteurs qui est souvent instrumenté dans le cadre des pouvoirs publics, donc qui est un type d'acteur qu'on appelle les prescripteurs. Donc, c'est des personnes qui interviennent auprès d'acteurs économiques pour les informer, leur apporter des informations techniques, juridiques, afin de prendre des décisions économiques de façon éclairée. Voilà, donc concernant mon enquête, je suis allée m'installer 6 mois en Normandie pour m'entretenir avec des agriculteurs, des responsables et des conseillers de différentes structures de conseil et de vente de pesticides, donc que ce soit chambre d'agriculture, coopératives et négoces, et cabinet de conseil indépendant. Et à cette approche locale, j'ai aussi articulé une approche plus nationale, où dans les dernières discussions autour des textes d'application, j'ai pu rencontrer les organismes de représentation des différentes parties prenantes, ainsi que les services des ministères en charge du dossier au sein du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture. Et donc, avec cette enquête, j'ai articulé aussi des lectures académiques en sociologie des organisations et en sociologie économique, pour tenter de répondre à la question suivante. Comment, en restructurant le marché du conseil agricole, l'État a-t-il cherché à créer de nouvelles prises sur le raisonnement économique des agriculteurs? Donc, dans un premier temps, j'ai voulu revenir un peu sur la genèse de cette séparation des activités de conseil et de vente, d'où elle vient cette mesure, parce qu'en fait, c'est une mesure qui est ancienne, qui remonte aux prémices du plan Éco-Phyto, et en fait, qui a été très controversée, dans le sens où elle a été plébiscitée par les ONG environnementales comme France Nature Environnement, qui voyaient une séparation saine entre 2 activités et un vrai levier pour encourager les agriculteurs à utiliser moins de pesticides. Mais cette solution, elle a toujours suscité une vive opposition des organisations agricoles, qui y voyaient des risques de déstabilisation des filières et un déséquilibre aussi économique pour les organismes de conseil et de distribution de produits phyto. Donc, c'est une solution qui a été mise de côté pendant les gouvernements successifs, pendant les 10 ans du plan Éco-Phyto jusqu'à 2017. Et on voit notamment qu'il y a vraiment eu une mobilisation en fait, totale de tous les conseillers disponibles sur le terrain, notamment à travers des dispositifs comme le réseau Défi, où les conseillers jouent un rôle d'animateur pour des groupes d'agriculteurs, et aussi à travers le dispositif de certification d'économie de produits phytosanitaires, qui lui s'adressait plutôt aux distributeurs de produits phytosanitaires et les encourageait en fait à proposer des alternatives aux pesticides aux agriculteurs, parmi un catalogue qui était mis à jour régulièrement par une commission scientifique. Donc voilà, on avait vraiment cette mobilisation des conseillers intense
jusqu'à 2017, avec en parallèle une standardisation croissante des activités de conseil et de vente pour vraiment essayer d'intégrer en fait les enjeux liés à l'utilisation intensive des pesticides dans les réflexions des conseillers, dans l'activité de conseil au quotidien, quoi. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir que cette séparation, le fait de séparer ces activités, ça représente vraiment une rupture dans le plan éco-phyto, dans le sens où jusqu'alors, la vision du problème des pesticides en France, c'était vu par la profession et par les pouvoirs publics comme un problème technique, un manque d'alternatives. Et donc, le plan éco-phyto, c'était vraiment un plan pour trouver des alternatives aux pesticides. Et avec cette nouvelle mesure, en fait, les pouvoirs publics développent un peu un autre aspect du problème de l'utilisation intensive des pesticides, qui est un problème qui serait en fait un problème socio-technique, dans le sens où ce n'est pas seulement un manque d'alternatives qui fait que les agriculteurs utilisent régulièrement et de façon intensive des pesticides, mais c'est peut-être aussi le fait que les acteurs qui gravitent autour, les acteurs du monde agricole en général, ont organisé leurs activités autour de cette utilisation intensive. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant de voir un peu l'évolution du plan éco-phyto à partir de ces nouvelles mesures. Et j'ai ensuite cherché à m'intéresser en fait au marché du conseil et à la relation économique entre conseillers et agriculteurs. Et notamment, je me suis intéressée au rôle que jouaient les produits phytosanitaires dans cette relation. Parce qu'en fait, c'est une relation qui est empreinte d'incertitude, notamment pour l'agriculteur concernant les effets du conseil sur ses cultures. Et en fait, les produits phytosanitaires, ils ont un rôle historiquement de stabilisation des cultures. Et donc, en fait, pour entretenir une relation de confiance entre l'agriculteur et le conseiller, les produits phytosanitaires, c'est un élément assurantiel. Ça permet d'assurer des revenus en assurant les rendements. Donc voilà, il y a vraiment ce rôle crucial en fait dans la relation de conseil, parce que en fait, c'est une relation économique comme une autre et il y a les agriculteurs ont des attentes et ces attentes sont d'autant plus importantes dans un cadre de relations marchandes, puisque de plus en plus de services de conseil sont marchandisés, y compris dans le secteur public. Voilà, donc c'était un premier élément. Et je me suis intéressée aussi à la circulation des agriculteurs dans le marché du conseil, puisque en fait, le fait que beaucoup de distributeurs de produits phytosanitaires fassent du conseil en même temps que leurs activités de vente faisait que pour les agriculteurs qui ne cherchaient pas forcément d'alternative, c'était pas forcément évident de circuler dans cet espace où il n'y a pas de publicité concernant le conseil, où les organismes de conseil ne sont pas forcément faciles à repérer. Donc, en fait, il y avait vraiment une structuration de cet espace en faveur des distributeurs de produits phytosanitaires et en défaveur des autres acteurs. Donc, voilà, ces observations m'ont permis de comprendre un peu quelles étaient les attentes en termes par les pouvoirs publics en séparant ces deux activités. C'était donc d'assurer un fonctionnement autonome du marché du conseil, vraiment détaché de la vente de produits phyto, afin de favoriser en fait un choix conscient de conseil par l'agriculteur, que l'agriculteur puisse choisir son conseil en fonction des prestations proposées, en fonction des prix également, sans que sans que ce soit associé à la vente d'intrants, puisque ça reste un passage obligé pour beaucoup d'agriculteurs. Je me suis ensuite intéressée, en continuant cette analyse du marché du conseil, à l'organisation sociale de ce marché et ses effets sur la construction du métier de conseiller. Je me suis intéressée en fait au rôle des agriculteurs dans la formation des prestations et comment en fait dans de nombreuses organisations de conseil, ils jouaient un rôle actif en fait en prenant des décisions sur quelle forme doivent prendre ces prestations, notamment dans les chambres d'agriculture et dans les coopératives. Donc, il y a vraiment ce rôle actif de coprescription qui fait que les attentes en termes d'efficacité du conseil, qui passe souvent par un recours aux produits phytosanitaires, faisaient du métier de conseiller un métier de gestionnaire de risque pour les cultures. Et c'est la même chose pour les liens de coopération entre acteurs au sein de l'espace du conseil. C'est que sur le terrain, il y a énormément d'échanges d'informations concernant les références techniques qui sont utilisées par les conseillers agricoles. Et donc, on peut voir souvent des conseillers de chambre d'agriculture, par exemple, parce que les chambres ont moins de ressources que d'autres acteurs, discuter avec des techniciens de coopératives ou de négoce concernant les dernières sorties de produits, les tests sur telle culture, etc. Donc, il y a vraiment une production commune et une circulation de références techniques qui fait que, en fait, la plupart des acteurs en fait, utilisent les mêmes références sur une base commune qui est le raisonnement
de l'utilisation de produits phyto. Et donc, de cette même façon, en fait, la coopération entre acteurs au sein du marché du conseil fait que le métier de conseiller phytosanitaire s'est façonné pour devenir un métier de gestionnaire de risque. Là où les effets attendus par les pouvoirs publics en mettant en place un conseil de type stratégique phytosanitaire, c'est plutôt c'est un métier d'accompagnateur, en fait, dans une transition. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes attentes. Et donc, il peut y avoir des tensions entre ces deux rôles. Ce qui m'amène à ma conclusion. Donc, comme je l'ai dit, ce dispositif il est intéressant parce qu'il introduit un raisonnement socio-technique au sein du plan Écophyto, mais c'est un raisonnement qui reste limité dans le sens où le conseiller agricole, tel qu'il est défini dans les textes, il écarte la production de références techniques, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, donc là, depuis la mise en place de ces deux mesures, les organismes de conseil et les organismes distributeurs de produits phytosanitaires continuent de travailler ensemble pour produire des références techniques. Et donc, même si le métier de conseiller est amené à changer face à ces nouvelles mesures, ce n'est pas dit que la production de références techniques, elle, évolue de la même façon. Donc, il y a ce premier point. Un deuxième point, c'est le rôle des agriculteurs en fait, dans la formation des prestations. Comme je l'ai dit, les agriculteurs sont amenés à siéger dans certains organismes, dans les instances de gouvernance de certains organismes. Et l'exemple des chambres d'agriculture est plutôt parlant. Ce rôle en fait, des agriculteurs dans la formation des prestations, elle a conduit à produire plusieurs types de conseils stratégiques, ce qui fait qu'en fait, d'un côté, on va avoir des prestations minimales réglementaires, parce que c'est un conseil qui est obligatoire, mais qui sera limité en termes de coût et de temps, et qui du coup sera limité en termes d'accompagnement dans le changement de pratique. Il y a cette première prestation d'un côté, et de l'autre, il y aura des prestations plus longues, mais donc plus coûteuses. Et donc, le risque, c'est qu'on ait un changement de pratique à deux vitesses, là où la transition agroécologique, pensée par les pouvoirs publics, elle se veut plutôt uniforme. Donc ça, c'est un autre point qui m'amène à ma dernière remarque, c'est que en fait, même si tout le dispositif pointait du doigt un peu la responsabilité des conseillers agricoles dans l'utilisation intensive des pesticides par les agriculteurs, le dispositif tel qu'il est structurel, et notamment en fait, dans le cadre du conseil stratégique, les conseillers sont amenés à intervenir de façon très ponctuelle, là où certains acteurs du conseil voyaient dans le conseil stratégique un moyen pour vraiment accompagner les agriculteurs au quotidien et les inciter en fait de façon répétée à s'informer, à tester de nouvelles pratiques. Et donc, voilà, on assiste quand même à travers ces mesures à une nouvelle segmentation du marché du conseil avec des prestations différentes en fonction des attentes des agriculteurs, et à aussi une redistribution des responsabilités dans le changement des pratiques, parce que on est parti d'un constat où on estimait que les conseillers agricoles avaient un peu le mauvais rôle et incitaient à trop utiliser des pesticides. Et finalement, le dispositif final, il fait reposer la responsabilité du changement des pratiques sur les agriculteurs. C'est eux, en tant qu'acteurs économiques autonomes, qui ont le rôle de changer en fait, leurs pratiques sur leur exploitation. Voilà, ce qui m'amène à questionner Paul, je crois qu'on vous a perdu, Paul. Jean-Noël, arrête de rire comme ça. Paul, Paul, vous m'entendez? En général dans les politiques publiques. Alors, je crois qu'on a perdu Paul. Il nous entend, d'accord. Alors, on n'a plus votre présentation et on n'a pas entendu les… Est-ce que vous pouvez conclure? Vous en étiez à votre conclusion. Est-ce que vous arrivez à conclure? Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui, parfait. Ah, super. Désolée. Pas de problème. Donc voilà, ma conclusion, donc, c'était un peu continuer la discussion amorcée par d'autres auteurs aussi sur le… Oh là là, pardon, désolée. Sur le rôle des prescripteurs dans les politiques publiques. Et je pense aux travaux de Nicolas Fortanet, notamment sur le rôle des vétérinaires, qui ont un peu les mêmes
les mêmes problématiques que les conseillers agricoles, puisqu'ils sont amenés à prescrire des médicaments vétérinaires et à les vendre dans le même temps. Et donc, Nicolas Fortanet, lui, il a travaillé sur le problème de l'antibiorésistance, de la résistance aux antibiotiques. Et il y a des débats similaires qui se posent pour les vétérinaires. Est-ce qu'on devrait séparer les deux activités de prescripteur et de délivrance pour répondre à ce problème-là? Et donc, voilà, il y a toujours cette tension entre le rôle de régulateur, donc le contrôle de l'achat de substances controversées comme les pesticides ou les antibiotiques, et le rôle d'accompagnement dans une transition de pratique qu'on leur assigne de plus en plus, soit pour pareil, enfin, dans le cas de la médecine animale, de faire plus de médecine préventive, de moins prescrire de médicaments, et bah, ça se voit aussi pour la santé végétale aussi. Et ce que j'ai essayé de montrer, et comme l'ont montré aussi d'autres auteurs comme Claude Compagnon ou Pierre Labarthe, c'est qu'en fait, le contexte de recomposition des activités de ces prescripteurs, il joue un rôle important, et notamment les effets des marchandisations sur la capacité de ces acteurs à accompagner, à répondre aux attentes des pouvoirs publics, il n'est pas à négliger. Et dans le cas de mon mémoire, j'ai essayé de montrer que justement, c'était un problème que la marchandisation du Conseil stratégique phytosanitaire, elle pouvait limiter de façon importante le potentiel de ce dispositif pour accompagner efficacement les agriculteurs dans une démarche de changement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolée encore pour les problèmes techniques. Mais voilà, merci beaucoup de m'avoir permis de présenter mon travail, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup, Paul. Et on a eu très peu de problèmes techniques. Donc, voilà, pour rester avec nous pour la suite et pour les questions qui viendront après. Et je donne tout de suite la parole à Nathan pour sa présentation. Si vous voulez partager votre écran, n'hésitez pas. Oui. Voilà, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup pour l'invitation et pour l'opportunité de présenter cette recherche. Alors, cette présentation se base sur les résultats de mon mémoire que j'ai mené sur le survivalisme en France entre décembre 2020 et avril 2021. Alors, donc, ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler du survivalisme. Il y a eu la mort il y a 1 an et demi d'un jeune homme lors d'un stage de survie. Il y a eu 3 gendarmes qui ont été tués par un ancien militaire qui se disait survivaliste en décembre 2020. Le survivalisme a été décrit dans le rapport de la Miviludes comme une potentielle dérive sectaire et présenté dans la plupart des médias comme une idéologie qui conduit à se préparer à un effondrement global, voire à le désirer. Et à l'été dernier, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale pour lutter contre les dérives de ces pratiques. Alors, il y a eu des discussions théoriques, et notamment chez les penseurs de l'écologie, suite à la publication et au succès du livre « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, pour savoir si une lecture de la situation en termes d'effondrement à venir, était pertinente. Et ça a été critiqué, entre autres, car jugé soit dépolitisant, soit réactionnaire, ou bien simplificateur. Et du coup, ma recherche ici part de la nécessité, selon moi, d'enquêter auprès de celles et ceux pour qui cette idée agit et sur les pratiques qui en résultent. Alors, des recherches ont été entamées autour de cette question de l'effondrement. En France, c'est d'abord Luxemal qui a enquêté sur le spectre de la catastrophe chez les militants écologistes, puis Cyprien Tassé qui a enquêté auprès des collapsonautes, donc c'est des personnes qui se sont reconnues dans la collapsologie, mais le survivalisme a une histoire et une logique propre, puisque ça consiste très schématiquement à se préparer individuellement à des risques à venir, et pour moi, il y a un intérêt à s'y intéresser spécialement. Alors, si on regarde rapidement ce qui a été dit dans la littérature socio-anthropologique sur le survivalisme, en fait, on se rend compte que les enquêtes portent surtout sur ces formulations états-uniennes, où le survivalisme est né dans les années 70-80. On le pense majoritairement comme lié à une forme de millénarisme, soit religieux, soit sécularisé, et intrinsèquement ancré à l'extrême droite suprémaciste. Pour ce qui est de sa réception en France, le sociologue Bertrand Vidal publie en 2018 un ouvrage de vulgarisation sur le survivalisme, où il affirme qu'un néo-survivalisme plus écologique prendrait le pas sur ces formes traditionnelles. Et alors, le problème de son approche est d'essentialiser en partie le survivalisme et de le décontextualiser
à la fois vis-à-vis de son histoire et vis-à-vis des réseaux dans lesquels se construit une communauté autour de la survie et de la préparation. Le problème majeur aussi de toutes ces approches, c'est de toujours penser la préparation comme tournée vers une catastrophe globale. Et en ce sens, l'article de Kezia Barker sur les préparations britanniques montre qu'elles répondent au contraire à des fragilités personnelles et ordinaires engendrées par les politiques d'austérité et qu'elles visent la plupart du temps à se préparer à des événements beaucoup plus quotidiens qu'un effondrement sociétal. Alors, donc pour cette enquête, je me suis basé sur 3 types de matériaux. D'abord, les archives en ligne, une ethnographie en ligne des principaux groupes, notamment sur Facebook, dans lesquels on fait l'apprentissage de la survie, et enfin une quinzaine d'entretiens avec des personnes qui se préparent, repérées sur la base de leurs publications en ligne. Alors, si ces matériaux ils ne permettent pas d'établir un profil sociologique de celles et ceux qui se préparent, il permet toutefois de retracer les histoires du survivalisme et ses différentes branches, de comprendre la manière dont cette communauté de pratique fonctionne, échange et quelles sont les logiques et les références centrales, et enfin de saisir la pluralité des motivations à se préparer, des manières de se préparer et d'identifier ce que j'ai essayé d'appeler un continuum des préparations. Alors c'est une enquête aux enjeux méthodologiques passionnants, d'un côté avec la difficulté de l'enquête en ligne en raison notamment des circonstances sanitaires, mais aussi parce que ça révèle, on s'en rend compte, la défiance omniprésente dans ces groupes où l'enquêteur est vu comme étant malveillant et assimilé aux journalistes qui sont vus comme n'ayant uniquement qu'une démarche sensationnaliste et caricaturale. Alors, sans reprendre l'intégralité de mon mémoire, je vais vous présenter les principaux paradoxes, les points les plus saillants qui sont apparus au fil de ma recherche. D'abord, en m'interrogeant sur ce qu'est le survivalisme et en montrant que ce n'est pas une idéologie politique, puis sur la notion d'effondrement, pour voir que la catastrophe globale n'est finalement pas centrale dans la préparation, et enfin se demander si le fait de se préparer relève véritablement une forme de pratique déviante. Alors, donc tout d'abord, le premier enjeu, c'est de définir le survivalisme. On ne peut pas parler de mouvement social parce qu'il n'y a pas de logique revendicative, ni de débouché commun, ni même une institutionnalisation du survivalisme. Le survivalisme en tant que tel ne convient pas non plus comme catégorie analytique pour désigner une forme de doctrine commune, mais c'est un terme qui agit pour les acteurs et par rapport auquel on se positionne. Et le terme de survivaliste est discuté dans cette communauté de pratique et on finit parfois par préférer les termes de résilient, de prévoyant ou même d'autonome. Et donc, c'est pour ça que dans mon mémoire, j'ai préféré parler de ceux qui se préparent pour repartir des pratiques. Alors, pour faire très rapidement l'histoire du survivalisme en France, le travail de l'historien des idées Stéphane François montre qu'il y a une première tentative de traduction du survivalisme en France dans les années 80 par le biais d'un militant nationaliste, Olivier de Vallès, mais qui ne parvient pas à faire imposer cette pratique. Et la véritable popularisation se fait en 2011 à travers la publication du livre Survivre à l'effondrement économique de Piero San Giorgio, qui est un homme d'affaires suisse très intégré finalement au sein de l'extrême droite, et on y retrouve à la fois des références classiques à l'extrême droite, mais aussi la mention du risque climatique et de l'épuisement des ressources, ce qui conduit finalement à un élargissement du survivalisme autour de la nécessité de se responsabiliser et qui finit par intéresser au-delà de l'extrême droite. Il existe une autre branche, avant du coup 2011, qui naît face à la menace du pic pétrolier, qui fait craindre un effondrement économique. Et dès 2004, à partir d'un forum dédié à l'échange de données scientifiques sur ce risque, naît un nouveau forum, le forum All Dubai, qui se définit comme survivaliste, dédié à se préparer concrètement à cette menace. Et tout de suite, ces administrateurs se disent en rupture avec les mouvements extrémistes, citent essentiellement des risques et des menaces écologiques et affirment ne pas souhaiter la fin du monde ou la survenue de crises, mais estiment simplement qu'il faut anticiper au mieux ces risques et en s'appuyant sur les recommandations gouvernementales pour s'y préparer. Et la dernière branche qui conduit aujourd'hui à une forme d'institutionnalisation de la survie, naît parallèlement dans un autre forum, le forum Vie sauvage et survie, et se fait autour de la pratique de la survie comme une activité sportive et de divertissement, surtout tournée autour de l'autonomie en milieu naturel,
comme on l'appelle, c'est-à-dire faire un abri, faire du feu, poser des pièges pour se nourrir, aussi dans une forme de traduction des savoirs militaires de la survie. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement dans les groupes Facebook que se fait cet apprentissage de la survie et où l'on échange sur les pratiques de préparation. Néanmoins, une des logiques centrales dans ces groupes, qui permet de comprendre à la fois la popularité du survivalisme et le fait qu'il y ait une telle diversité de raisons et de manières de se préparer, c'est l'évitement du politique, pour reprendre la formule de la sociologue Nina Eliasov. C'est-à-dire qu'on ne discute pas politique, on ne discute pas de ce à quoi on se prépare, et c'est même d'ailleurs, comme on peut le voir, interdit dans les groupes en ligne pour tenter de préserver un semblant d'unité et de se concentrer uniquement sur l'aspect technique de la préparation. Il n'y a donc quasiment jamais de remise, de mise en commun de ces préparations et de politisation, puisque l'accord se fait uniquement sur la nécessité de préserver la vie, sans jamais qualifier ni ce qui la menace, ni ce que serait la vie bonne. Alors, il existe néanmoins des groupes plus organisés, ancrés notamment à l'extrême droite, où la menace identifiée est celle d'une guerre civile et où on cible notamment l'immigration et l'islam comme étant des principales menaces, mais où le survivalisme n'agit pas comme une ressource idéologique, mais simplement compris comme un ensemble de pratiques dans lequel on peut piocher afin de prolonger la vie dans le cas où on n'aurait plus accès aux services de l'État. Alors, la seconde question, c'est mais alors de quel effondrement parle-t-on? Alors là où, comme le montre Cyprien Tassé, les collapsologues, les collapsonautes discutent des risques et cherchent à les documenter, le fait que ceux qui se préparent n'en parlent pas rend difficile finalement de situer tous ces risques. Néanmoins, l'imprégnation dans ces groupes fait rapidement ressortir que, assez étonnamment, la crise climatique comme cause de l'effondrement n'apparaît pas véritablement centrale dans la préparation survivaliste. Et on se rend aussi compte que le survivalisme conduit à penser au-delà, ou plutôt en deçà de l'effondrement global, à travers une formule qui est encore plus centrale que celle d'effondrement, qui est la rupture de la normalité. Et c'est en ce sens-là que, dans le titre de ma présentation, je parle d'effondrement du quotidien, parce qu'on se rend compte que la préparation conduit au final à anticiper, comme le montrait déjà Kezia Barker, des risques beaucoup plus ordinaires. Et beaucoup de celles et ceux avec qui je me suis entretenu ne croient pas à l'effondrement global, mais se préparent à des choses beaucoup plus ponctuelles, comme des accidents, ou bien personnelles, comme des périodes de chômage, ou bien le fait de ne pas avoir de retraite, ce qui implique de sortir de cette logique d'une catastrophe globale. Alors, de mes entretiens, c'est aussi un schéma commun qui est ressorti et qui laisse apparaître ce continuum des préparations, avec d'abord l'expérience de la fragilité, c'est-à-dire un ensemble d'attachements menacés, des normalités auxquelles on tient et qui sont en danger. Ensuite, la perte de prise, c'est-à-dire le sentiment d'être exposé et de ne pas pouvoir y faire face. Ensuite, l'absence de prise collective, c'est-à-dire des institutions traditionnellement en charge d'assurer une forme de protection. Ici, on conçoit avant tout l'État, qui ne répondent pas à l'appel. Et enfin, le fait de reprendre prise individuellement par des pratiques de préparation qui sont jugées infaillibles. Et j'ai donc identifié plusieurs ordres, plusieurs normalités qui peuvent être menacées, que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais on retrouve notamment alors, les ordres existentiels, sécuritaires, identitaires, socio-économiques, l'ordre écologique ou encore, et j'y reviendrai, l'ordre expérientiel. Et le dernier point, c'est autour de cette question du survivaliste comme figure déviante. Alors, le survivalisme est à mon sens intéressant parce que ça vient cristalliser une pluralité de fragilités et apporter une réponse commune, le fait de se préparer, mais aussi le sentiment de ne pas être seul à le faire. La forme que prend cette préparation, bien sûr, elle dépend de ce que l'on cherche à préserver, ce dont on parlait précédemment. Et j'ai alors identifié, selon les pratiques, plusieurs styles de préparation qui peuvent bien sûr se conjuguer. Alors, il y a le style que j'appelais militariste, qui accorde une importance première à la défense personnelle et qui répond souvent à une menace perçue comme sécuritaire. Le style communautariste, surtout présent au sein de l'extrême droite, où il faudrait établir une contre-société par un enracinement local et un réseau de solidarité dans un groupe homogène, notamment pour préserver un ordre identitaire. Le style autonomiste, qui vise à se préparer
notamment par l'autosuffisance alimentaire, mais globalement en se détachant de toute dépendance à la fois à la société de consommation et aux services d'approvisionnement. Le style prévoyant, qui passe par le fait d'avoir toujours sur soi un sac de secours, une trousse de secours ou un sac d'évacuation. Et c'est le style qui correspond le mieux finalement aux recommandations gouvernementales. Un style que j'ai appelé débrouillard, qui valorise surtout le fait de savoir faire soi-même, la récupération et le bricolage. Et enfin, un style que j'ai appelé sauvage, entre guillemets, et qui se caractérise par l'apprentissage des techniques de survie en extérieur, souvent justement pour préserver un ordre expérientiel, c'est-à-dire chercher à retrouver de l'authentique en se confrontant à la nature et en se défaisant du confort moderne. Et du coup, ce que fait concrètement la préparation, c'est de rendre l'exceptionnel familier par la pratique et la mise en situation, et ça permet ainsi de reprendre prise face aux incertitudes et aux menaces. Et du coup, en retraçant les parcours de celles et ceux qui se préparent, on peut voir que l'expérience de la fragilité, finalement, ne trouvent pas de débouchés politiques et collectifs, soit parce qu'ils sont déçus ou bien éloignés de la politique et qu'ils estiment que la solution ne peut pas passer par ce biais. Et ici, l'exemple présenté de Jennifer, avec qui je me suis entretenu, était particulièrement marquant. Alors, elle a 40 ans, elle est assistante de direction et ancienne militaire et a participé activement au mouvement des Gilets jaunes, qu'elle lit comme le déclencheur de sa préparation. Et du coup, elle explique que face à l'absence de réponse de l'État, elle dit que tout ce qu'elle pouvait faire, c'était se replier sur sa famille, ne plus avoir confiance et renoncer, finalement, comme elle le dit, à sa citoyenneté. Et c'est cette même logique qui revient de manière systématique, c'est-à-dire reconnaître l'État comme étant irresponsable, c'est-à-dire incapable de prendre en charge ses fragilités. Et ce qui devient alors central dans les préparations, c'est la notion de responsabilité et d'autonomie. Du coup, si l'on n'attend plus rien de l'État, il devient normal de prendre en charge soi-même ses propres risques. Et du coup, sans rentrer ici pour finir dans tout le débat de la littérature sur les risques, le paradoxe que soulève le survivalisme, à mon sens, c'est d'être présenté comme une figure déviante, alors même que la préparation apparaît comme l'aboutissement d'une forme de logique néolibérale qui conduit à une individualisation du rapport au risque. Et la majorité de ceux qui se préparent, finalement, en grande partie, ne font rien d'autre que de faire sans l'État face au constat que sa protection se délite. Et cet enjeu se retrouve aussi dans les modes de légitimation des pratiques de préparation, où l'on signale souvent que le gouvernement lui-même conseille de se préparer, d'avoir toujours un sac d'évacuation prêt, comme le font les survivalistes. Et du coup, pour conclure en une phrase, je pense que c'est important de ne pas négliger l'ancrage d'une partie du survivalisme, notamment historiquement au sein de l'extrême droite, et les formes potentiellement violentes des préparations, mais qu'il faut aussi s'efforcer de comprendre sa logique propre et qu'elle est finalement beaucoup plus large. Il faut voir aussi, et je n'ai pas eu le temps ici d'en parler vraiment, mais l'inventivité qui peut naître des pratiques de préparation, ce que ça témoigne aussi comme forme de résistance, une forme d'exit, quand on ne trouve pas de moyens collectifs de faire changer les choses, et que ça permet en retour d'éclairer à la fois la multiplicité des processus de fragilisation à l'œuvre, et puis globalement, le succès du survivalisme prouve l'incapacité des solutions collectives pour se rassurer face à l'avenir incertain. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je serais ravi de répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup Nathan et merci à Paul et Nathan pour le respect parfait du temps. Donc, on continue ce tour d'horizon, on va dire, des mémoires par la présentation d'Arthur. Je vous laisse partager votre écran, Arthur, si vous le souhaitez. Oui, merci beaucoup. Alors, on peut partager. Vous voyez bien? Voilà, c'est parfait. D'accord, très bien. Alors, donc, bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui brièvement de mon mémoire. Et j'espère réussir à susciter votre intérêt, comme mes camarades, en vous emmenant pendant quelques minutes en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Est. Alors, j'avais cru comprendre notamment que cette présentation avait pour vocation d'éclairer certains étudiants sur le parcours, la dynamique de recherche. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui beaucoup d'étudiants, mais je souhaitais tout de même commencer par un élément essentiel à mon sens, à savoir le cadre de la recherche. Et j'ai eu pour ma part la chance d'être dirigé par Monsieur Parinello, donc professeur formidable et charmant, comme vous pouvez l'observer sur cette photo par vous-même. Alors, cette petite pub gratuite peut apparaître décalée, mais à mon sens, ce n'est pas une convenance,
Et je ne peux qu'insister sur la nécessité impérieuse d'être correctement dirigé, avec bienveillance et rigueur, lors de la rédaction, souvent trop solitaire en fait d'un mémoire de recherche, notamment en période pandémique. Alors, plus sérieusement, peut-être, ce mémoire émane d'une volonté donc, de lier l'histoire africaine et l'histoire environnementale, une idée simple en apparence, mais qui est longtemps restée l'apanage des historiens britanniques et américains. J'ai donc décidé de travailler sur la construction de l'Uganda Railway, euh, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire un l'Uganda Railway qui se trouve en fait dans le protectorat d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire l'actuel Kenya. Le nom est en fait trompeur. Alors cette construction, qui ne nous évoque pas grand-chose en France, constitue en fait pour les Britanniques le plus important projet d'infrastructure réalisé sur le continent africain. Et donc, entre 1895 et 1901, ce sont plus de 20 000 ouvriers indiens et africains qui vont relier la ville de Mombasa, sur la côte de l'océan Indien, que vous pouvez voir sur la carte, à la ville de Kisumu, sur les rives du lac Victoria. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les travaux sur l'Uganda Railway sont rares, inexistants en France et très datés au Royaume-Uni. Et ces derniers sont essentiellement en fait le fruit d'une historiographie largement dépassée qui narre le récit de l'inéluctable montée en puissance des Européens et qui mythifie les ingénieurs. L'idée était donc de soustraire l'analyse de l'Uganda Railway à plusieurs téléologies, donc de s'échapper en fait de cette histoire officielle, de réaliser plutôt une histoire des impasses, des erreurs, des adaptations, donc non pas le récit de l'épopée coloniale, mais celui de son errance. Et donc, il s'agissait de comprendre comment les Britanniques s'insèrent matériellement dans un environnement hostile avec lequel ils doivent négocier. La construction est donc analysée comme finalement un processus qui fait émerger des situations hybrides qui permettent notamment de réfuter, de remettre en cause des grandes dichotomies comme la nature, culture, métropole, colonie, précoloniale, coloniale, qui restent quand même aujourd'hui des dispositions répandues dans la recherche. Donc, je me dois donc, même si c'est souvent un peu ennuyeux, d'expliciter très brièvement, de manière un peu schématique, 3 points historiographiques afin de saisir la dynamique du travail. Donc, tout d'abord, je m'inscris dans une histoire des techniques que je tente, mais que beaucoup d'autres ont renouvelé, en opposition en fait à une histoire des techniques marquée par des perspectives diffusionnistes, linéaires, donc avec une perception de la technique comme sphère autonome dépolitisée. Et donc ici, il y a l'idée de reconstituer en fait pas à pas la généalogie du rail et de saisir un peu en la décomposant la gestuelle des constructeurs dans le cadre d'une histoire assez matérielle. En histoire coloniale, dans un second temps, il convenait de montrer que les Britanniques ne pénétraient pas un territoire vierge, dépeuplé, mais que les populations locales, les populations africaines, s'inséraient au contraire dans le processus de construction et de négociation autour du rail, en l'investissant politiquement, techniquement et symboliquement. En fait, les Britanniques ignorent tout de la région dans laquelle ils s'engouffrent et des réalités qu'ils doivent s'efforcer de saisir. Et donc, il convenait de s'attarder en fait sur ces moments de négociation, ces moments d'interaction pour dépasser la pauvreté heuristique du face-à-face, de la rencontre entre deux blocs civilisationnels prétendument homogènes. Et dans un dernier temps, j'avais la volonté donc d'intégrer l'historicité de la nature non humaine dans le processus de construction de l'Uganda Railway, en m'attardant notamment sur les interdépendances et les processus d'interaction. Or, l'histoire environnementale, telle qu'elle a été longtemps pratiquée sur le continent africain, enfin vis-à-vis, je veux dire, du continent africain, a longtemps peiné à s'extraire d'une analyse finalement qui conçoit les populations africaines autrement que comme les victimes des bouleversements environnementaux et écologiques, c'est-à-dire finalement une analyse qui refuse d'en faire des acteurs de ces bouleversements. Alors, il convient de préciser un petit mot quand même sur les archives. Donc, ça a été conditionné par le contexte sanitaire, évidemment, qui m'a empêché, par exemple, de me rendre au Kenya, en Angleterre. Il m'a donc fallu adopter une approche pragmatique et j'ai eu la chance que la très grande majorité, finalement, des documents de l'Uganda Railway soient numérisés. Et en plus de ça, j'ai ajouté une vaste littérature donc, de sources primaires imprimées, donc autant d'ouvrages d'ingénieurs, d'administrateurs, d'aventuriers en tout genre. Malheureusement, donc, mon désir d'exploiter des sources vernaculaires a été compliqué par le fait de pouvoir se rendre au Kenya, mais j'ai tout de même eu accès à certains matériaux. Alors, pendant donc, le temps qui me reste, je vais tenter de présenter en fait 2 points, 2 éléments, 2 exemples tirés de mon mémoire qui illustrent ce qui me semble être certaines de mes contributions et qui peuvent permettre de se faire une idée plus précise des enjeux de cette construction. Donc, dans un premier temps, il s'agira de vous expliquer comment le système caravanier en fait est-africain m'a permis de repenser à la fois les motivations de la construction du rail, le rapport à l'environnement des Européens et les méthodes de travail.
Alors, vous connaissez certainement tous le mot safari, qui est très utilisé, notamment là où se trouve Paul en ce moment, et qui désigne en fait de nos jours les expéditions touristiques qui ont lieu au sein des réserves naturelles africaines afin d'apercevoir les lions, les éléphants et les antilopes. En fait, à l'origine, ce mot n'évoque pas véritablement une escapade romantique. Donc, c'est un mot qui est dérivé du verbe arabe safara, qui signifie le fait d'aller quelque part. Et en fait, c'est comme ça que les Britanniques vont appeler les caravanes. Alors en fait, les caravanes sont des vastes systèmes financés par de riches marchands côtiers arabes, indiens, swahili. Et elles constituent le principal mode de communication vers l'intérieur des terres. Donc ces expéditions réunissent des centaines d'hommes et de femmes parfois, elles sont très structurées, avec des porteurs, des guides, des gardes, et elles ont des méthodes ritualisées par notamment la dasturi, un corpus de règles. Elles s'échangent donc des perles, des tissus, de l'ivoire et des armes avant de relier Mombasa, la côte et Zanzibar et d'être expédiées un peu partout, en Chine, aux États-Unis, en Europe. Donc, le monde dans lequel les Britanniques pénètrent est profondément structuré par ces logiques commerciales caravanières, en fait. Et ces expéditions, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans mon mémoire, en fait, sont particulièrement dangereuses. En fait, en plus des potentielles attaques humaines sur la route, le danger de la faune hante les caravaniers. Et pourtant, bien souvent, cette fascination en fait, et cette peur des animaux, des maladies, ont été considérées uniquement comme des caractéristiques de la littérature européenne, orientalisante, fascinée que seraient les voyageurs par les paysages romantiques et effrayants qu'ils traversent. En fait, j'ai tenté donc de déplacer le regard grâce aux témoignages laissés notamment par des marchands swahili qui ont été récoltés par un traducteur allemand, Karl Welten, au début du XXe et à la fin du XIXe, et traduits en français par Nathalie Carré, qui est professeure à l'INALCO. Et donc, il y a cet exemple de Toro, qui est un caravanier, et qui mentionne avec insistance l'ensemble des contraintes naturelles auxquelles le groupe doit faire face. Donc, j'ai mis quelques citations ici, mais au plus torrentiel, donc, il y a des marches qui sont une véritable torture, les attaques de lions, les forêts inhospitalières, les attaques aussi de crocodiles et les traversées de fleuves qui sont extrêmement menaçants avec le danger des hippopotames. Et en fait, on pourrait multiplier les exemples et les témoignages grâce à plusieurs récits swahili. Donc en fait, cette longue description est essentielle car elle permet de soulever un premier point, c'est donc cette nécessité de s'extraire de l'idée selon laquelle la dangerosité des espaces naturels africains se limiterait à une perception européenne caricaturale, essentiellement destinée à faire frissonner la bonne société londonienne. Cet espace est bel et bien marqué par d'importantes contraintes environnementales qui conditionnent, sans les déterminer, les modes de communication. Par ailleurs, et c'est le second point, cette dangerosité a un impact fondamental sur notre récit, car elle va progressivement en fait, constituer l'argument principal en faveur de la construction d'un rail en Afrique de l'Est. En fait, l'ensemble des historiens ayant étudié l'Uganda Railway ont avancé que le train avait été construit afin de protéger les sources du Nil, c'est-à-dire pour des intérêts stratégiques, géopolitiques. Et mes recherches et l'analyse des rapports officiels croisés à la vaste littérature d'explorateurs montrent que la construction n'est pas motivée véritablement par ces enjeux stratégiques ou politiques en aplomb, mais qu'elle répond au contraire en fait à une volonté d'adaptation à un contexte écologique local, et notamment à plusieurs spécificités du territoire, comme la présence de la mouche tsetse, les espaces désertiques, la dangerosité générale perçue. Finalement, dans un troisième temps, il convient de saisir que ce projet se double en fait d'une critique morale, sécuritaire, hygiénique parfois du système caravanier que j'ai présenté, qui est considéré en fait comme inefficace afin de répondre aux besoins des Britanniques. Le rail semble ainsi se construire en fait en opposition au système de communication local, et je tente de montrer que le système caravanier en fait va constituer un élément primordial afin de structurer et d'orienter la construction. Les ingénieurs vont en fait se reposer sur les modes d'organisation locaux, le tracé des routes, allant même jusqu'à calquer précisément les salaires des porteurs et des gardes. Donc ça, c'est par exemple une carte réalisée qui montre que le rail essaye de suivre en fait les voies caravanières lors d'une mission d'arpentage. Et finalement, donc mon dernier point, dernière contribution, qui me semble notamment intéressante à évoquer dans ce séminaire, est liée en fait au façonnement du territoire est-africain et à l'évolution de ses paysages. Et sur ces questions, en fait, l'essentiel de la production savante met en avant, bon, souvent à raison, les conséquences de l'arrivée européenne sur les paysages et les environnements africains. Et donc, la conquête, la construction des États coloniaux aurait favorisé la transformation profonde de certains biotopes et la quasi-extermination de certaines espèces. Alors, si cela est en effet parfois le cas, il convient de compléter largement ces analyses qui réduisent quand même de manière simplifiée les évolutions écologiques africaines, tout en confiant dans une logique qui est finalement assez anthropocentrée aux Européens le monopole de l'action sur le territoire. Et moi, je tente au contraire de montrer que les paysages africains sont profondément façonnés, pour le meilleur et pour le pire, par les populations et les économies africaines.
Donc, pour comprendre ce phénomène, on peut très rapidement voir l'exemple de la région de Tsavo, qui est donc située à 200 km de Mombasa. Et 2 ans en fait, après le début de la construction, les ingénieurs qui sont critiqués pour la lenteur des travaux se plaignent régulièrement de ce qu'ils appellent du bush impénétrable, qui oblige les ouvriers à déblayer de longues heures durant le moindre mètre de terrain. Tsavo est d'ailleurs considéré comme une partie particulièrement dense et difficile de ce territoire. Pourtant, si vous vous rendiez aujourd'hui à Tsavo, ça c'est la première photo de Google, mais c'est très représentatif, vous auriez du mal à vous représenter en fait une brousse impénétrable tant le territoire apparaît clairsemé ouvert. En fait, ce bush, ou Nika comme l'appellent les Swahili, n'est pas ancien et sa construction est liée au déclin des éléphants au long du 19e siècle. En fait, la chasse intensive liée au commerce caravanier a causé la disparition massive des éléphants dans l'ensemble de ce territoire de l'Ouest Kenya. Et la demande en ivoire qui a considérablement augmenté, donc a fait disparaître en fait les éléphants dans toute cette zone. Et ces animaux qui sont en fait des architectes écologiques majeurs, qui façonnent le territoire à travers leur mouvement migratoire et la recherche de nourriture, donc ont laissé derrière eux en fait un nouveau paysage apparaître. Et notamment, plusieurs études comparatives récentes montrent qu'en effet, dans les années 80, avec le braconnage, lorsque la population d'éléphants baissait, on se retrouvait avec ce paysage de massifs épineux, en fait, de buissons très denses. Mais ce n'est pas tout, donc les buffles aussi ont disparu en raison de grandes épidémies de peste bovine qui ont ravagé le pays depuis les années 90. Or, ici, les causes sont plutôt à chercher du côté de l'impérialisme et plus précisément de l'arrivée de troupes italiennes en Éthiopie qui ont très certainement apporté cette maladie d'Asie. Alors en fait, la disparition des éléphants et des buffles favorise donc le développement de cette nouvelle végétation et l'apparition de massifs épineux a 2 conséquences fondamentales pour la construction du rail. Tout d'abord, elle favorise la propagation de la mouche tsetse, qui est donc un insecte porteur du trypanosome, qui est un parasite qui provoque la maladie couramment appelée maladie du sommeil. Et la présence en fait, de cette mouche en vient à former une véritable ceinture, en fait, coupant le pays en deux et empêchant l'usage d'animaux de bas, ralentissant donc, une fois de plus, et compliquant le travail des ouvriers. Et pour finir très très rapidement, la seconde conséquence est liée à des événements plus étonnants et plus dramatiques. C'est la mort de plus d'une vingtaine ou d'une trentaine, les chiffres sont imprécis, d'ouvriers tués par des lions mangeurs d'hommes. Or, en fait, pour l'expliquer très rapidement, la disparition de buffles, proie principale des lions de Tsavo, et la progression d'un massif végétal impénétrable pour les humains a participé à favoriser largement les chasses des lions, tandis qu'elle limitait de l'autre côté la capacité de traque en fait, des hommes. Donc, la disparition des éléphants, conséquence des chasses commerciales africaines, ainsi que celle des buffles, en raison de l'introduction de la peste bovine par les Européens, constituent donc 2 facteurs qui modifient en profondeur le paysage et favorisent les attaques de lions sur le rail. Pour terminer, donc, il paraît difficile de ne pas soulever l'ironie de la situation dans laquelle l'impérialisme, marqué ici donc, par l'arrivée de la peste bovine, et l'intensification des échanges, marquée ici par l'augmentation de la demande finalement occidentale en ivoire, sont profondément liés aux transformations d'un territoire qui place en fait les constructeurs du rail en danger et qui ralentit la progression de l'Ouganda Railway, tel un peu un serpent qui se mord la queue. Voilà, voilà. Donc merci d'avoir permis de présenter mon travail et de m'avoir écouté. Et comme mes camarades, je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup. Merci, merci Arthur, là encore pour cette présentation très, très claire et pour avoir également bien respecté le temps, ce qui va nous laisser 1 heure complète pour discuter et recevoir les questions des uns et des autres. Moi, je voudrais d'abord souligner le plaisir que j'ai eu à préparer cette séance et à lire vos travaux respectifs parce que il m'a semblé qu'ils démontraient à la fois la richesse, mais également la diversité des approches autour des questions communément appelées environnementales, pour le prendre au sens large, qu'il est possible de développer à Sciences Po comme ailleurs, mais en tout cas là c'était dans le cadre de Sciences Po, mais également il me semblait que vos 3 mémoires donnent à saisir quand même la créativité de la jeune recherche. C'est-à-dire vous avez tous les 3 vous m'avez frappé les uns et les autres par votre capacité à vous situer très clairement par rapport à la littérature, à chercher à vous démarquer
pas pour se démarquer, mais se démarquer de postures de recherche un peu écrasantes ou prédominantes dans le champ pour essayer de chercher, de proposer votre propre chemin et de trouver votre propre formulation des questions et des problématiques que vous abordiez. Et ça m'a semblé quand même très encourageant parce que j'ai trouvé que vous aviez voilà, des postures très assumées tous les trois et chacun dans vos champs et dans vos spécialités, mais c'était très frappant de le lire. Il me semble également que, bien que vous ayez tous les trois des objets très différents, on peut voir dans vos trois mémoires une attention à porter une attention aux pratiques des acteurs et pas seulement au discours, à vous approcher, à chercher des échelles pertinentes, des échelles peut-être plus fines, qui permettent de faire émerger ce que des regards surplombants ne permettent pas de voir. Alors pour Paul, c'est très clairement le choix de donner à saisir un espace social et des rôles pour comprendre comment les acteurs sont pris dans des injonctions parfois contradictoires et doivent composer avec. Et il me semble que votre objectif, qui est tout à fait réussi, c'est aussi de montrer très finement les freins qui interfèrent dans la mise en place d'une politique publique annoncée comme devant réduire l'utilisation de pesticides dans le milieu agricole. Et bon, pour Nathan, c'était très clairement d'aller au-delà des discours sur le survivalisme au-delà des discours des survivalistes, on va dire, pour lui aussi comprendre un monde dans la complexité des pratiques et des formes d'attachement des acteurs qui composent ce monde. Et puis finalement, pour Arthur, il s'agit de se démarquer très clairement d'une histoire qui reposerait sur les analyses de discours ou sur la question des représentations pour regarder au plus près des pratiques et puis des interactions entre un nombre d'acteurs que vous avez choisi d'élargir, puisque vous avez intégré évidemment les populations locales d'une part, mais aussi la nature non humaine dans toutes ses déclinaisons, avec les buffles, les éléphants, les mouches et d'autres, mais également en intégrant les infrastructures et en l'occurrence le rail. Donc un espace d'observation élargi, avec un espace d'acteurs élargi qui permet aussi de complexifier un petit peu les choses et c'est très bienvenu. Alors, il me semble que ce qu'on a vu dans vos présentations, c'est que vos approches sont à la fois riches et innovantes, qu'elles nous disent peut-être quelque chose sur la recherche actuelle, sur ce qu'on appelle l'environnement. C'est une recherche, il me semble, qui ne s'affranchit pas de la matérialité des phénomènes sociaux, qui ne se contente pas d'écouter ce que disent les acteurs, mais c'est une recherche qui accepte d'observer la diversité, la complexité des pratiques, qui s'approche aussi des fourmis, des substances, des attachements qui lient les humains à ce qu'ils nomment nature. Alors pour toutes sortes de raisons, hein, pour la protéger, pour s'en protéger, y compris avec des armes, comme certains dans le mémoire de Nathan, ou pour la faire fructifier dans le cas de Paul. Voilà, donc évidemment avec des objets, des perspectives aussi différentes, il m'a été très difficile de penser des questions transversales, vous vous en doutez. Alors je vais faire un exercice assez attendu, mais j'aimerais vous demander à tous les trois quelques précisions sur vos enquêtes, mais surtout d'intégrer du coup à votre présentation un actant qui est le virus, pour savoir comment la pandémie, ce que la pandémie a fait à votre recherche, ce qu'elle a ajouté, pas seulement ce qu'elle a enlevé ou empêché, mais aussi ce qu'elle a ajouté à votre travail. Est-ce qu'elle a permis de déplacer un certain nombre de réflexions? Est-ce qu'elle vous a fait voir des choses sous un autre angle? Est-ce qu'elle vous a permis d'intégrer
de ne pas la prendre seulement comme un limitant. Voilà, donc j'aimerais vous inviter à un peu plus de, voilà, un petit exercice chacun de réflexivité. Et puis peut-être, voilà, une réflexion un peu plus large qui fera peut-être écho ou pas, et vous avez tout à fait loisir de ne pas rebondir là-dessus, mais il m'a semblé, enfin moi c'est des choses qui m'intéressent, donc voilà, qui est la question de l'ambiguïté finalement des relations à la nature ou à l'environnement qu'on voit transparaître dans vos travaux, qui est à la fois considérée comme menace, comme contrainte, qui est également considérée comme une ressource, mais aussi comme un objet de soin, un objet de fantasme, un objet de projection. Alors finalement, que nous disent vos 3 mémoires qui se situent sur des échelles géographiques et temporelles différentes sur cette relation des humains aux éléments de la nature et sur les tensions ou les frictions entre les façons de penser des relations et les pratiques qu'ils développent. En vous lisant, on se dit aussi qu'il est nécessaire d'entrer dans le détail de ce qui est considéré sous le vocable nature ou environnement, car les relations différentes se nouent, bien entendu, avec les différentes espèces, les différents éléments, parfois considérés comme des alliés, parfois considérés comme des dangers, et les degrés de relations différents et les interactions évoluent. Tout l'intérêt, comme le suggère Arthur, de dépasser cette littérature sur les représentations qui aplatit finalement cette complexité de niveau entre les interactions. Donc une perspective dynamique qui est développée dans vos recherches et dans vos mémoires et qui témoigne, il me semble tous, d'une manière ou d'une autre, de cet effort de chercher à rendre compte de cette dynamique et de cette complexité, de ces processus. Voilà, je vous laisse la parole peut-être dans l'ordre, si vous avez envie de répondre dans l'ordre, à moins que vous vouliez vous manifester différemment. Paul? Oui, je peux commencer si vous voulez, oui, tout à fait. Allez-y. Donc alors pour les aspects de méthode concernant l'arrivée du Covid-19, c'est vrai que c'était pas forcément... Enfin, ça n'a pas été évident. Je pense que ça a été plus facile que pour Arthur, qui, oui, a dû peut-être se couper du terrain. On n'a pas pu aller sur le terrain à cause de ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai pu faire quelques visites de ferme avant le deuxième confinement, je crois. Et c'est vrai que le reste, ça a été un terrain sur Skype, globalement. C'était pas très rigolo, mais ça s'est bien fait. Et ça m'a permis aussi de développer en fait l'approche plus nationale, vraiment de me concentrer aussi sur qu'est-ce qui était encore en train de se faire, parce que c'était quand même c'était un débat qui a duré 3 ans. Et dans les derniers instants, c'était quand même assez... les échanges étaient plutôt tendus entre les ministères et les professions agricoles. Et donc, ça m'a permis aussi d'apporter cette perspective-là, là où j'étais plutôt partie pour me concentrer sur le terrain en Normandie et ne faire que ça. Donc, je pense que ça a été bienvenu. Ça a permis de se poser aussi pour réfléchir, même si ce n'était pas l'objectif premier. Donc, voilà. Après, ça a été quand même... Ça a limité les possibilités d'observation participante, notamment dans les coopératives et auprès des conseillers. Et ça, j'aurais vraiment aimé intégrer ça dans mon travail pour comment la relation en fait de conseil s'opérait. Ça a été documenté beaucoup par d'autres auteurs, mais bon, je pense que ça aurait été bienvenu. Donc voilà pour l'impact du Covid sur la rédaction de mon mémoire. Je ne sais pas si on fait tous une intervention sur le Covid et après on peut passer à autre chose. Je ne sais pas, comme vous voulez. Peut-être, oui, faisons ça. Nathan? Ok, très bien. Alors moi, pour ce qui est de la question du Covid, ce qui est sûr, c'est que justement, en enquêtant sur le survivalisme, ça a posé un contexte spécifique dans lequel la pandémie est venue rajouter des incertitudes. De nouvelles personnes ont intégré ces groupes en ligne, notamment liés à cette question-là. Et donc,
il y avait un contexte, mais comment dire, qui moi, m'a permis de voir d'autant plus le contraste avec ce dont je parlais tout à l'heure, cet évitement du politique, le fait qu'on ne parle pas de ce qui est en train de se passer et ce qui nous semble être menaçant. Alors, voilà, d'un point de vue du terrain, c'était ça l'impact principal, c'est-à-dire que ça jouait très fortement sur les acteurs. Après, ça a été limitant dans le sens où, alors, ce que je voulais, j'ai insisté sur l'intérêt de se focaliser sur les pratiques. Et paradoxalement, la majorité des pratiques, je les ai observées, mais justement en ligne et sur ces groupes. Et donc, ça m'a empêché d'aller voir notamment alors, le salon du survivalisme, qui est un petit peu l'événement central où j'aurais pu voir les personnes qui se préparent en action, entre guillemets, en train de se rencontrer, et des stages de survie. Alors, j'avais prévu de faire des stages de survie. Au final, je n'en ai fait qu'un, mais où on n'était que 3 participantes et participants, des personnes qui n'étaient pas dans une dynamique de se préparer. Donc, au final, je n'ai pas pu voir grand-chose de ce point de vue-là. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, dans le cas du survivalisme, je pense que l'intérêt pour saisir cette communauté de pratiques spécifiques où on se prépare de manière collective mais très individuelle, le terrain principal reste dans ces groupes en ligne et donc ça m'a aussi permis de me focaliser sur ça et comme le disait Paul, aussi d'avoir plus de temps probablement pour se poser et pour poser un cadre pour appréhender ce phénomène-là. Arthur? Oui, alors oui, dans la même dynamique, en effet, ça a été un moment assez frustrant parce que bon, il y avait un certain nombre de documents qui étaient conservés donc à l'étranger. Et les documents qui notamment m'auraient le plus intéressant en fait pour renouveler au moins d'un point de vue archivistique en fait la question de l'Ouganda Railway et donc je n'ai pas pu consulter. Mais je dirais un peu comme, oui, comme Nathan, enfin, bon, ça a été un moment déjà qui m'a permis quand même finalement de travailler peut-être aussi plus sérieusement parce que bon, j'étais enfermé chez moi et donc d'être concentré, de ne plus avoir de trajet et l'air de rien, c'était quand même, c'était pas si désagréable parce que finalement, c'est un peu ça, j'imagine, la rédaction, le moment de rédaction dans la recherche. Et puis ça a aussi été un moment, je dirais, intéressant pour observer et bénéficier aussi de la solidarité des chercheurs, en fait, qui m'envoyaient, par exemple, leurs livres en PDF, tout ce genre de choses. Et donc, ça, c'était évidemment très sympathique. Et par exemple, les sources, le gros paquet de sources auxquelles j'ai eu accès, c'est notamment grâce à monsieur Parinello qui a demandé à des amis, en fait, parce que en Angleterre, lorsque les archives sont numérisées, elles sont privées et donc il faut s'abonner. Mais c'est des abonnements d'institutions, quoi, donc c'est extrêmement compliqué. Et donc tout ça, ça a aussi fait jouer la solidarité. C'était donc un moment intéressant à ce niveau-là. Très bien, merci. Alors, je vois qu'il y a une question, peut-être je vais vous la laisser poser. Inès Bouchema, si vous êtes encore là. Oui, voilà, je vous laisse la poser. J'ai vu que vous l'avez écrite, mais vous nous entendez? Non, elle ne nous entend pas. Alors, bon, je vais la lire. Donc, elle dit « Un grand merci pour ces présentations. J'ai 2 petites questions pour Paul. La première sur la méthode utilisée pour ces premiers résultats. J'ai eu des difficultés à me connecter et peut-être louper cet aspect. La seconde sur le fond. Vous concluez en vous interrogeant sur le rôle des prescripteurs, mais avez-vous étudié le choix des coopératives en matière de séparation de la vente et du conseil? Sauf erreur de ma part, il me semble que toutes les coopératives, sauf une en maïs, c'est très précis comme question, ont fait le choix de garder la main sur la vente des produits car c'est l'activité aujourd'hui la plus lucrative. Dans ce cadre, elles sont sujettes au dispositif CEPP qui renaît de ses cendres. Pensez-vous possible qu'à l'avenir, elles reviennent sur ce choix pour épouser plutôt le conseil de l'accompagnement de leurs agriculteurs dans la transition? Donc, c'est Inès Bouchema. Vous avez beaucoup de choses à vous dire, je pense, puisqu'elle est en train de faire une thèse en droit sur les instruments juridiques de la sortie des pesticides à Poitiers. Peut-être, alors, je vais vous laisser répondre et ensuite, je donnerai la parole à Bernard et à Maxime. Et Inès nous dit qu'elle ne peut pas parler. Voilà, on a compris.
Merci beaucoup Inès pour votre question et ça me fait d'autant plus plaisir d'y répondre parce que j'ai lu un article d'Inès justement dans le cadre de mon mémoire. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir avoir cette conversation. Donc concernant le choix des coopératives entre le conseil et la vente, vous avez tout à fait raison. Enfin, de toute façon, ça c'était un peu attendu. Il y avait eu des statistiques avant la mise en place de la séparation qui montraient qu'environ 80% des coopératives se destinaient à la vente de pesticides, comptaient garder cette activité-là. Et c'est vrai que les arguments principaux, c'était les arguments économiques. C'était une histoire de garder une stabilité au sein des structures que sont les coopératives. Effectivement, donc le dispositif CEPP est toujours en place, mais à ma connaissance, en fait, c'est plus un dispositif contraignant. Là où auparavant, il y avait des quotas à remplir en termes d'alternatives aux pesticides proposés et des pénalités si ces quotas n'étaient pas remplis. Il me semble que les pénalités ne sont plus d'actualité. Et donc, en fait, le dispositif est un peu vivote, quoi. Il est là, mais ce n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de changements de pratique en lien avec ce dispositif-là. Et donc, la question, pensez-vous que les coopératives se tournent vers le conseil? Alors, j'ai entendu des rumeurs en parlant avec des conseillers agricoles qui me disaient que ça pouvait être un sujet pour les prochaines élections présidentielles et qu'à l'heure actuelle, en fait, les coopératives restaient un peu entre deux eaux, changeaient pas trop leur... restructuraient pas trop leurs services et ne changeaient pas trop de pratiques dans l'attente potentielle d'un candidat qui se déclarerait... qui annulerait la séparation là où Emmanuel Macron avait proposé en avait fait un argument de campagne. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu entre deux eaux et qu'ils essayent, je pense qu'ils essaieront de pousser aussi pour annuler cette séparation et revenir au système d'avant. Ceci dit, après, il y a les arguments des coopératives, il y a les attentes des coopératives, mais il y a aussi les attentes des conseillers agricoles et des techniciens de COP qui y ont vu aussi un peu une remise en question de leur métier. Et eux aussi, en fait, ils ont des attentes parce qu'il y en a certains qui aiment vraiment, qui ont envie de continuer à accompagner les agriculteurs au quotidien et qui, du coup, se trouvent un peu empêchés aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire si des COP pourraient se tourner vers le conseil, mais peut-être poussés par des techniciens qui ont envie de changer, de garder leur métier. On pourrait voir des exemples émerger, peut-être. En tout cas, c'est ce qui se raconte. Merci beaucoup. Bernard. Oui, merci, merci pour vos présentations. La première question, ce serait pour Paul. Vous vouliez vous disiez que le gouvernement voulait créer de nouvelles prises dans le raisonnement économique. Alors, dans quel sens vous utilisez le terme de prise dans ce cas-là? Est-ce qu'il s'agit de donner à voir un peu comme le ferait un sociologue pragmatiste? Ou est-ce qu'il s'agit davantage de pouvoir reconstruire quelque chose qui ressemblerait à un raisonnement économique? Parce que dans votre exposé, je n'ai pas vraiment vu, disons, la densité, la silhouette de ce raisonnement, qu'il soit économique ou autre. Et deuxième question qui est liée aussi à votre exposé, j'ai eu l'impression qu'avec pas mal de concepts que vous mobilisiez, et puis le problème de fond, finalement, ce n'est pas tellement un problème socio-technique, c'est plutôt un problème qui pourrait relever, mais là je vous pousse peut-être dans un endroit où vous ne voulez pas aller, de la sociologie morale, c'est-à-dire c'est un gros problème de conflit d'intérêts. Et donc, il y a pas mal de termes que vous utilisez, par exemple prescrire, et il y a même deux sens de prescrire, puisque vous parliez du vétérinaire qui prescrivait. Alors, est-ce que c'est un peu comme un vétérinaire ou pas un vétérinaire, quelqu'un qui prescrit à la fois pour, disons, entre guillemets, une efficacité phytosanitaire, un produit, et puis en même temps qui prescrit dans le sens des gamins qui vous disent ce qu'il faut acheter. Et puis une question alors pour les survivalistes. Je crois que vous l'avez un petit peu effleuré parce que vous êtes passé sur un nouveau terrain avec les gilets jaunes, mais en vous entendant, je me demandais s'il n'y avait pas pas mal de gilets jaunes qui correspondraient au profil de ce que vous cherchez, notamment sur les questions vulnérabilité. Vous utilisez le terme d'attachement, vous ne l'avez pas développé. Est-ce que c'est dans une logique un peu stengerienne? Et alors, j'aimerais que vous alliez un peu plus loin pour savoir exactement ce qu'on risque dans cette affaire-là. Et vous avez utilisé simplement le terme tout au début, mais j'ai l'impression que vous n'en faites pas une affaire de millénarisme. Et en fait, le gros problème qu'il y a dans tout ce débat qu'on a eu autour de la collapsologie, c'est que les gens ne savent pas la différence qu'il y a entre millénarisme et, par exemple, apocalyptique ou apocalypse. Le millénarisme, c'est un moment bien avant pour hâter la fin du monde, ce n'est pas pour s'en protéger. Et j'ai l'impression que ce que vous utilisez, c'est des gens bêtement qui essaient de se protéger face à une catastrophe annoncée.
Merci Bernard. D'abord Paul et puis Nathan. Merci beaucoup pour vos remarques et pour vos questions. Alors, concernant le raisonnement économique des agriculteurs, c'était justement un aspect que j'aurais voulu approfondir en faisant de l'observation participante et en assistant aux séances de conseil entre conseillers et agriculteurs. Donc pour moi, en fait, de ce que j'ai compris, la principale difficulté des injonctions, des politiques publiques liées à l'environnement et liées aux pesticides, c'est que en fait, ces injonctions, en fait, elles n'arrivaient pas à pénétrer le raisonnement économique des agriculteurs, dans le sens où il y a une difficulté, mais c'est normal, hein, mais il y a une difficulté à vraiment à les intégrer autrement que par la contrainte juridique, par exemple. Et donc, en fait, c'est là où le conseil stratégique avait l'air intéressant, c'était que c'était vraiment le moyen de mettre les choses à plat pour voir, en fait, comment insérer des leviers de changement et comment, en fait, modifier le raisonnement économique des agriculteurs pour les prendre en compte et pour plus que ce soit juste une carapace en fait juridique autour des exploitations et que ça en fasse vraiment partie en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette volonté en fait de percer un peu la coquille des exploitations pour voir comment on peut les transformer quoi. Donc voilà pour le raisonnement économique. Et alors vous parlez du conflit d'intérêts, est-ce qu'il y aura une dimension morale et c'est intéressant comme question parce qu'au début j'étais un peu je suis un peu partie billon-tête à travailler sur les coopératives agricoles parce que c'était elles les principales concernées, enfin les négoces aussi, mais c'était les distributeurs les principaux concernés. On leur reprochait leur double casquette et ils se sont sentis un peu diabolisés. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit pendant des interviews. Ils reportaient, enfin, ils parlaient du manque de confiance des pouvoirs publics et de se sentir déresponsabilisés. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que en fait, il y a eu les services des ministères sont effectivement partis sur une idée de conflit d'intérêts parce qu'ils ont notamment fait appel à l'autorité des marchés financiers pour construire leur raisonnement sur notamment la séparation capitalistique, etc. Sauf qu'en fait, sur le terrain, en fait, ça a l'air d'être des questions beaucoup plus profondes qui sont liées à quelles références techniques on fait appel, à comment ça sert dans le contexte socio-économique, etc. Parce que le raisonnement sur la protection des cultures qu'on retrouve dans les chambres d'agriculture, il n'est pas différent de celui qu'on trouve dans les COP, où il est très peu différent en fait. Il y a certains conseillers qui vont essayer de proposer des choses, mais ils sont minoritaires et généralement, les chambres d'agriculture ne sont pas trop en accord avec des conseillers qui sortent du lot. Donc je pense que cette dimension morale, il faut peut-être faire attention avec quand on la mobilise parce qu'elle peut occulter toute une partie de la complexité du problème. Nathan. Et du coup, j'enchaîne pour répondre sur un tout autre sujet. Mais alors, sur cette question des gilets jaunes, et comme du coup, j'ai essayé de le montrer avec l'exemple de Jennifer que je citais, il y a effectivement, en tout cas, j'ai pu voir, sans être en mesure de le quantifier, mais beaucoup d'anciens gilets jaunes, de personnes qui ont participé au mouvement des gilets jaunes, qui se sont retrouvées dans le survivalisme. Et alors, c'est une réflexion qui mérite d'être poussée, et notamment à partir de ce qui va émerger des enquêtes aujourd'hui sur le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce que je retrouve au sein du survivalisme et qu'on retrouve aussi chez les Gilets jaunes, c'est une très grande défiance, mais même une très grande défiance aussi interpersonnelle, qui, au sein du mouvement des Gilets jaunes, a pu trouver des débouchés collectifs. Alors à la base autour de cette question sur la taxe sur les carburants, mais sur les ronds-points, et que finalement, c'est sur la base de cette défiance, on a pu mettre des mots d'ordre politiques là où, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le prendre de manière dynamique et de voir les trajectoires, là où beaucoup de personnes qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes et qui le vivent à travers une forme de déception, notamment ceux pour qui c'était leur première entrée entre guillemets en politique et qui voient finalement que ça leur semble complètement bouché, voient dans le survivalisme une solution tout à fait pratique pour s'assurer soi-même face à ces incertitudes. Et de la même manière que le survivalisme, ce qui m'intéresse aussi avec les Gilets jaunes, c'est de voir finalement ce continuum entre un sentiment d'incertitude, ou en tout cas des fragilités à la fois sociales et à la fois environnementales, et que tout ça, finalement,